Il y a quelques semaines, dans une vidéo, je vous annonçais que l'environnement du photovoltaïque évoluait très rapidement et que j'étais assez confiant sur le fait que pour nos installations, on allait passer assez rapidement à un taux d'autoconsommation de l'ordre de 60% à quelque chose comme 85% assez rapidement. Et donc le matériel que je vais vous présenter aujourd'hui fait partie de cette vague d'évolution technologique assez rapide et qui ont atteint un niveau technologique qui vraiment devient vraiment enthousiasmant, même pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose et qui a envie de se lancer dans le photovoltaïque sans avoir les mailles de compétences qui va avec. Donc je vais vous présenter ce matériel dont le nom figure déjà dans le titre de la vidéo, donc vous savez de quoi on va parler. Mais je vais vous montrer pourquoi je trouve ça intéressant même quand on a des installations existantes, et pourquoi c'est intéressant aussi quand on part d'une page blanche et qu'on n'a pas forcément toutes les compétences, étant donné que c'est du plug and play. Donc pour le rappel du contexte, vous avez ici ma centrale solaire photovoltaïque principale que j'ai construite il y a quelques années maintenant et qui fonctionne très bien, et qui a la particularité d'être une centrale photovoltaïque avec un onduleur réseau, c'est-à-dire que elle ne stocke rien, elle n'a pas la capacité à gérer une batterie de stockage. L'onduleur que vous voyez ici, attendez, je vais passer en face. Voilà, donc l'onduleur que vous voyez ici, c'est un onduleur réseau, pas très cher, hein, je crois qu'il a coûté 400 €, quelque chose comme ça. Et vous voyez toute une tripotée d'équipements de sécurité. Donc vous avez ici l'armoire DC, l'armoire AC. Donc vous voyez que tous ces équipements là, ils ont le défaut de ne pas pouvoir gérer un système de stockage en temps réel. Donc je suis parti sur cette technologie d'onduleur réseau, donc qui fonctionne relativement bien. Mais il faut avoir un peu de compétences pour mettre tout ça en place. Donc ça, c'est un premier défaut, j'ai envie de dire. Et le second défaut, c'est que si je veux mettre en place du stockage associé à cette centrale photovoltaïque, c'était pas forcément évident, et ça aurait demandé un investissement supplémentaire au niveau de l'onduleur. Il aurait fallu mettre en place un onduleur hybride, du stockage, etc. Et mettre en place un moyen de communication pour dialoguer donc avec là-bas ma maison qui est pas tout à côté. Donc tout ça c'est pas forcément évident, mais je vais vous montrer en quelques secondes comment je vais upgrader ma centrale existante, et aussi comment j'aurais pu faire en 2024 si j'avais eu à faire cette même centrale mais avec les nouvelles technologies, et si j'avais aussi pas eu les compétences que j'avais pour mettre en place cette centrale, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde de se lancer dans ces aventures, ce que je comprends totalement. Donc sous vos yeux ébahis, je vais vous montrer comment mettre en place un système de stockage et de production en quelques secondes. Vous êtes prêts? Ça va aller vite, hein. Ça va aller vite. C'est pas léger quand même, hein. Hop. Clac. Bon, je m'assois, hop là. Alors vous avez vu, c'est pas compliqué à mettre en place. Ça m'a pris littéralement 20 secondes, et le reste de l'installation, c'est du software, c'est de l'installation d'applications, c'est de l'appairage Wi-Fi. Voilà, c'est pas très compliqué. Ensuite, il suffit de suivre la procédure de raccordement. Voilà, je pense que maintenant vous êtes habitué à mettre en place des objets connectés, c'est pas plus compliqué, c'est pareil. Donc je préfère me concentrer sur le fonctionnement et l'usage qu'on peut avoir de ce matériel, que je n'ai d'ailleurs pas encore présenté. Donc il s'agit du système de chez Zendur qui s'appelle Hyper 2000, et qui est accompagné ici d'une batterie AB2000, donc de 2 kWh. Le principe de ce matériel est d'être un onduleur bidirectionnel, donc ça veut dire qu'il peut charger et décharger, on en reparlera. Et vous avez vu qu'il est plug and play, puisque je l'ai branché sur une prise. Je pense que vous connaissez à connaître ce système de plug and play, avec cet aspect réglementaire où on n'a pas toute une installation comme ça avec le code de la construction qui nous impose un coffret AC, un coffret DC, un onduleur, tout un système de protection en amont et en aval. Là on est sur du plug and play, et c'est peut-être la plus grande révolution de ces dernières années dans le monde du photovoltaïque. C'est cette articulation de la réglementation en utilisant des prises domestiques, s'appuyer sur les prises domestiques pour mettre en place des systèmes photovoltaïques, comme on mettrait en place une machine à laver. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce système qui pourrait vous intéresser? Premièrement, vous le voyez derrière, on a ici
des connecteurs MC4. Connecteurs MC4 que vous retrouvez ici. Je sais pas si c'est hors champ, mais que vous retrouvez ici au-dessus de ma tête, qui sont les connecteurs classiques des panneaux photovoltaïques. Donc ici vous avez de quoi connecter 4 panneaux photovoltaïques d'une puissance de 400 watts. C'est littéralement le panneau qui est au-dessus de ma tête. Le panneau qui est là, j'aurais très bien pu le raccorder ici en n'utilisant pas tous ces équipements. Ils auraient pu disparaître, mettre ça à la place et je pouvais installer 4 panneaux équivalents sur cet onduleur. Cet onduleur, comme vous le voyez en dessous, il est équipé d'une batterie et donc le principe est donc de stocker l'énergie quand elle est disponible et de la restituer quand elle est non disponible. Et donc vous avez vu que moi j'ai fait le choix d'installer ici directement sur une prise sans connecter mes panneaux existants. C'est un choix puisque ma centrale est fonctionnelle et j'ai déjà des onduleurs qui font leur office. Néanmoins, j'ai quand même la capacité, si je le désirais, ici ma centrale a 8 panneaux solaires. Si j'avais voulu étendre ma centrale, j'aurais pu mettre cet onduleur directement ici de la même façon et en prolongeant ici ma centrale, rajouter 4 panneaux supplémentaires et les connecter très simplement ici. À condition, le câble qui emmène l'électricité vers ma maison soit suffisamment gros et dimensionné pour supporter 12 panneaux. Là aujourd'hui ça pourrait être le cas. Le disjoncteur que j'ai installé pour cette petite prise domestique supplémentaire qui me sert au jardin, le câble qui va à la maison et les protections sont suffisamment grosses pour supporter tout ça. Néanmoins, chacun aura sa configuration et donc il faudra que vous vous assuriez que la prise sur laquelle vous branchez votre onduleur soit suffisamment aux normes pour supporter. On n'est pas sur des grosses puissances, on est ici on peut produire 1200 watts par prise, mais néanmoins éviter de brancher un équipement comme ça sur un réseau de prise qui va être très utilisé et qui va drainer beaucoup d'énergie puisque lui a la capacité de se charger. Donc ça m'amène au point suivant qui est comment l'onduleur gère son énergie, comment il gère son stockage, de quelle manière ça se produit. Alors ça passe par 3 moyens. Le premier, qui est relativement classique maintenant avec les batteries plug and play, c'est le calendrier de production. Le principe est de rentrer les horaires auxquels vous voulez avoir de la puissance disponible sur votre réseau. Par exemple, si vous mettez toute la journée, je veux 200 watts pour effacer mon talon, et de 19h à 23h, je veux 500 watts pour faire un complément de charge sur ma voiture électrique. Vous pouvez mettre ça en place et c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien. Avec une petite particularité, c'est que celui-ci est un onduleur bidirectionnel. Ce qui veut dire que vous pouvez décharger en fonction de vos besoins sur des puissances données, mais vous pouvez aussi le charger en fonction de vos besoins. C'est très pratique si vous avez évidemment des tarifs heure creuse, heure pleine. Ça vous permet de charger la batterie à blinde. Donc si vous avez 4 heures de recharge en heure creuse, vous pouvez remplir la batterie avec de l'énergie moins chère pour vous la restituer quand elle sera plus chère. Et ça, à ma connaissance, c'est une innovation qui n'existe pas tellement chez les autres. Cette capacité d'être bidirectionnelle et de pouvoir charger, décharger son système de batterie. Donc ça, c'est le premier mode de gestion. Le second mode de gestion, qui à mon sens est le plus efficace et qui est vraiment le cœur de ce système et son intérêt principal, c'est la gestion en temps réel de la demande. Donc vous allez avoir un compteur supplémentaire à ajouter. Ici ça va être un Shelly 3 Pro EM. Il va donc analyser vos consommations pour savoir si vous êtes en production ou en consommation. Et selon ce critère, il va décharger ou charger la batterie selon vos besoins. C'est ce système-là qui va vous permettre de réduire drastiquement ou d'augmenter drastiquement votre niveau d'autoconsommation parce que toute l'énergie qui va sortir de votre maison va être vue par le consommateur, par le Shelly, qui va envoyer l'information ici au chargeur et qui va donc le stocker dans la batterie, à condition d'avoir suffisamment de capacité au niveau de la batterie. D'ailleurs à ce sujet, ici vous voyez que j'ai une batterie de 2 kW, mais sur un système comme celui-ci, vous pouvez cumuler 3 batteries, donc ça arriverait ça arriverait ici. Vous pouvez avoir jusqu'à 6 kWh de stockage sur un onduleur Hyper tel que celui-ci. Donc 6 kWh de stockage, on est déjà sur du beau stockage, ça fait une bonne capacité. Néanmoins 6 kWh de stockage pour 4 panneaux, ça me paraît
Ça me paraît trop, hein, pour être honnête. À mon sens, si vous cumulez plusieurs batteries, et on va voir après qu'on peut en cumuler beaucoup plus, mais si vous cumulez beaucoup de batteries comme ça, beaucoup de stockage, il va falloir, je pense, avoir une très belle production photovoltaïque derrière pour rentabiliser l'installation et que la batterie ne soit pas tout le temps à moitié vide, ce qui ferait baisser le rendement de l'investissement initial. Donc ensuite, le troisième mode de gestion, celui-là il est très particulier et si je le trouve vraiment enthousiasmant et que je m'imagine des trucs de dingue avec un système comme ça, il n'est pas encore tout à fait adapté au système français. C'est un système de gestion de la demande et de la production en fonction non pas de nos besoins, mais en fonction du prix de l'énergie. Prix de l'énergie qui est basé sur un cours qui s'appelle le Nord Pool et qui va donner à l'instant T un prix de l'énergie, va communiquer ce prix de l'énergie à l'onduleur et en fonction des seuils qu'on lui aura installés, lui va stocker ou déstocker de l'énergie en fonction du prix de l'énergie. Voilà, c'est un système c'est un fonctionnement en temps réel et dynamique basé sur le prix. En France, on a cette particularité d'avoir des tarifs réglementés. La très grande majorité des gens sont sur des tarifs réglementés et même si on est sur des tarifs déréglementés, c'est quand même des contrats en général, des contrats de fourniture de plusieurs années, souvent des contrats de 2-3 ans avec très peu de variations de prix. S'il y a une variation du prix, elle est plutôt cyclique, elle n'est pas instantanée, elle n'est pas en temps réel. Néanmoins, c'est pas le cas forcément en Allemagne et Zendur m'a annoncé qu'ils étaient en train de mettre en place des contrats de fourniture. Alors je suis pas sûr que ce soit sur le marché français, mais en tout cas ils sont en train de mettre en place des contrats de fourniture pour proposer à leurs clients des contrats de fourniture avec un tarif dynamique qui permet donc de stocker et d'utiliser à plein des fonctionnements de batterie comme celui-ci pour pouvoir déstocker, stocker en fonction de la demande, etc. De mon point de vue de transitionneur écolo bobo carbono énervé, je peux pas m'empêcher de faire une projection sur quelque chose de similaire qui serait basé non pas sur un indice de prix, mais sur un indice de carbonation. Vous savez qu'en France, on a le site Ecomix donc de RTE et qui vous donne en temps réel le taux de carbone que va contenir les kilowattheures. Et si on mettait en place un système comme celui-ci avec une analyse dynamique d'une courbe de charge, donc ça pourrait être une courbe de coût, ça pourrait très bien être un taux de carbonation, on pourrait très bien imaginer que on décide de lui dire à partir de tel niveau d'intensité carbone, tu me stockes de l'énergie à fond parce que c'est intéressant. Quand l'énergie redevient un peu plus carbonée, on peut facilement imaginer les pics journaliers 8 heures, je crois que c'est 7 heures, 10 heures et 17 heures, 20 heures. Pendant ces deux périodes-là, même l'électricité en France devient plus carbonée. On peut facilement imaginer qu'un outil comme ça serait un outil de décarbonation, même s'il a demandé une fabrication supplémentaire pour les batteries. Si on met en parallèle l'usage d'une batterie en tant que augmentation de l'autoconsommation plus éventuellement le levier de décarbonation, le coût carbone de la production de la batterie est encore plus vite rentabilisé. Hein, c'est assez facile à comprendre. Donc ce système-là, j'attends de voir ce que ça va donner un peu dans le temps, mais j'aimerais beaucoup qu'il y ait des passerelles qui soient faites avec RTE pour mettre en place des automatismes comme cela, et pas que les batteries d'ailleurs, ça peut être valable aussi pour les voitures, les batteries, le système de chauffage de nos ballons d'eau chaude, etc. Aujourd'hui on a un système heure pleine, heure creuse qui est rigide, même plus que rigide, il est raide. Les heures creuses ne correspondent pas systématiquement aux périodes où l'électricité est la moins carbonée. Mais bon, avant qu'on change ça, il va s'en passer de l'eau sous les ponts, enfin plutôt de l'eau dans les barrages, parce que c'est un système qui est là depuis presque 50 ans, je pense, la mise en place des heures creuses. Donc bon, en un demi-siècle, on n'a pas beaucoup évolué. Je pense pas qu'on évolue rapidement en quelques années. L'espoir fait vivre. Donc j'en reviens à l'onduleur Hyper. Donc cet onduleur a une capacité de sortie en puissance de 1200 watts. Ce qui est bien puisque habituellement on était plutôt aux alentours de 800 watts. Donc là ils sont sortis de l'aspect réglementaire allemand. Et donc là vous allez peut-être vous dire ouais mais bon 1200 watts,
c'est pas non plus énorme, ça va pas me permettre de couvrir des besoins comme, je sais pas moi, ma plaque de cuisson, mon chauffe-eau, ma voiture, mon aspirateur, etc. Et vous avez complètement raison. Néanmoins, je reviens. Hop. Alors vous voyez, j'ai installé un deuxième Hyper avec une deuxième batterie ici. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai fait ça. Si j'ai déjà une batterie là, j'ai une batterie là. Pourquoi j'ai pas mis simplement cette batterie-ci au-dessus? Ça aurait fait le même effet. Et ben en fait non. Il y a tout un système, tout un écosystème qui est mis en place par Zendure pour faire fonctionner leurs onduleurs d'une certaine manière que je vais vous expliquer. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que ces deux onduleurs ici avec ces deux batteries, ben, peu importe, il pourrait même y avoir ne pas y avoir de batterie. Ces deux onduleurs branchés en plug and play représentent la même capacité que tous mes onduleurs ici et tous mes équipements. Parce que je vous ai dit que sur un onduleur Hyper, j'avais la capacité de mettre en place 4 panneaux de la même puissance que les panneaux que vous voyez ici. Donc en fait, toute ma centrale que j'ai mise en place ici, j'ai 8 panneaux. Attendez, je vais passer de l'autre côté, mais bon, peut-être que vous la connaissez déjà parce que je vous l'ai déjà montré, mais donc ma centrale, qui est quand même assez respectable en termes de taille, représente 8 panneaux. J'aurais pu mettre en place, au lieu de mettre en place un onduleur réseau avec une tripotée d'équipements réglementaires, j'aurais pu mettre en place simplement ces deux onduleurs Hyper et avec le système de batterie, ce qui aurait fourni un système de production équivalent, mais avec une gestion du stockage que je vous ai expliqué, etc. En temps réel, qui est c'est pas mal quand même. Vous voyez, l'avantage de ma centrale, c'est que ici j'ai un peu de couvert. Bon, j'ai du bordel dans tous les sens, mais à la base c'était pour stocker du bois. Mais vous voyez ici que j'ai une partie donc couverte qui permet de gérer les équipements comme ça, et c'est parfait pour ces onduleurs, puisqu'il faut ils peuvent être à l'extérieur, ça pose pas de problème, mais il faut qu'ils soient à l'abri de la lumière directe et des intempéries, de la pluie directe, hein. Donc un appentis, un auvent, ça suffit. Mais c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que on est passé de systèmes un petit peu compliqués et qui reste un petit peu compliqué, mais qui reste aujourd'hui moins cher, hein. Je ne renie pas que cette installation-là coûte moins cher que celle-ci. Mais pour quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête, qui a envie de se lancer dans le photovoltaïque, qui sait un petit peu bricoler du bois et mettre en place des panneaux, mais sur la partie électricité est pas trop à l'aise, deux systèmes comme ça et vous le branchez. Alors branchez-les sur deux prises différentes et sur deux circuits différents, hein. Vous voyez que ici j'ai une seule prise parce que j'en ai mis un seul ici en place. Allez pas me mettre une prise, allez pas me mettre ici une multiprise au bout, et puis voilà, c'est pas le principe. Il faut que ce soit des prises aux normes et dédiées avec un seul onduleur par prise et par disjoncteur, hein. Il n'y a pas d'autres règles que celle-là. Mais dans ce cas-là, on parle de production photovoltaïque in situ. Moi, comment je vais utiliser ces onduleurs de stockage? Je vais pas les utiliser de la même manière. Donc je vais vous montrer tout ça parce que quand on a déjà un système de production en place, bah du coup on n'a pas besoin de mettre les batteries et les onduleurs Hyper au même endroit que nos panneaux. Donc je vais aller installer les onduleurs Hyper à un autre endroit, et puis on va pouvoir parler tranquillement du fonctionnement des onduleurs quand ils fonctionnent dans ce qu'ils appellent le mode cluster. Vous allez voir que les onduleurs marchent entre eux de manière très intelligente. Bon voilà, donc on est maintenant dans le laboratoire où j'ai installé les deux onduleurs Hyper. Je me suis mis ici, pourquoi? Parce que vous voyez que sur les murs, j'ai installé des prises, et dans un laboratoire professionnel, on a une réglementation assez stricte. Donc chaque prise avec un appareil énergivore au bout doit avoir son réseau dédié. Donc j'ai la chance ici de pouvoir avoir plusieurs prises avec plusieurs réseaux tout aux normes et à proximité. Donc normalement, c'est rare d'avoir deux prises côte à côte qui soient pas sur le même réseau, hein. Donc faites attention chez vous, si vous avez deux prises côte à côte et que vous voulez brancher deux Hyper, pensez bien à vérifier que c'est bien deux réseaux différents. Donc vous voyez ici, j'ai installé le premier Hyper, le second Hyper. Quel est l'intérêt d'avoir deux Hyper au même endroit, enfin sur la même maison? Eh bien en fait, le fait de séparer les productions et de
en dédier une sur un réseau, une sur un réseau, chaque réseau peut accepter 1200 watts. Et le fonctionnement des Zendur Hyper, Zendur a décidé, et il a bien fait, de faire communiquer les deux onduleurs entre eux et de les faire mettre en synergie pour faire une seule et même production en parallèle, si on peut dire. Donc les deux onduleurs vont se mettre dans ce qu'ils appellent un cluster ou une grappe, et cette grappe va réfléchir de manière autonome et uniforme. C'est-à-dire que le Shelly qui va analyser notre consommation et les deux onduleurs vont se synchroniser et produire en même temps la moitié de la production nécessaire. S'il y avait eu trois onduleurs, 3 hyper, il y aurait eu une division par 3 de la consommation et chaque onduleur aurait produit un tiers de son côté. Alors quel est l'intérêt pour ça? C'est simplement que au niveau réglementaire, on ne peut pas produire, si vous avez par exemple 3000 watts de besoin sur votre maison, si votre maison a besoin de 3000 watts, il est réglementairement interdit et impossible de produire 3000 watts avec un seul onduleur. Chaque onduleur branché sur une prise plug and play doit avoir un seuil maximal. A priori en France c'est 1200 watts, en Allemagne c'est 800 watts. La technique est donc de multiplier les prises et les points de raccordement pour cumuler ces productions et en faire une seule, beaucoup plus puissante que s'il avait été sur une prise unique. J'espère que c'est clair, mais c'est très important au niveau sécuritaire de ne pas avoir toute l'énergie envoyée sur un seul fil, parce que on est quand même sur des puissances qui deviennent assez conséquentes, donc il faut des sections de câbles en corrélation avec cette puissance. Donc là, c'est judicieux ce qu'ils ont fait, de les faire travailler ensemble et en séparant les puissances. C'est assez intéressant. Du coup, vous voyez que vous pouvez disperser vos unités de production dans la maison. Vous pouvez en mettre dans le garage, et puis vous pourrez en mettre un peut-être sous des panneaux solaires à l'extérieur. Les deux vont travailler en synergie. Ils vont communiquer entre eux en utilisant la phase de la maison. C'est-à-dire que ça ne communique pas par le Wi-Fi, mais ça communique par le réseau électrique de votre maison. Donc pour résumer, si vous avez une centrale photovoltaïque, je sais pas moi, de 4 kW, et que vous avez 3 onduleurs hyper, peut-être 2 vont être raccordés avec des panneaux solaires, un va être tout seul de son côté. Après, tout est un peu possible en fonction de vos dispositions, de vos panneaux solaires existants, etc. Moi, je sais que je suis déjà très bien pourvu en panneaux solaires, j'ai tout ce qu'il faut à l'extérieur. Par contre, en stockage, c'est là où moi j'ai un besoin, et donc c'est comme ça que je vais utiliser ces onduleurs. En sortie de maison, ça veut dire que, vous le savez si vous suivez mes vidéos, j'ai déjà des moyens de stocker de l'énergie en amont. Dans le laboratoire de pâtisserie ici, il y a déjà un stockage, mais qui ne concerne que le labo. Donc il fait un peu sa vie de son côté, et de temps en temps il va injecter ou recevoir de l'énergie en fonction de son besoin si sa capacité de stockage est finie. Mais donc ça va partir ensuite vers la maison. J'ai d'autres moyens de stockage également, des ballons d'eau chaude, etc. Mais là où j'ai un point faible, un talon d'Achille, c'est au niveau de la sortie de la maison. J'ai pas de moyen de stockage ultime qui va faire la voiture balai de tous mes systèmes énergétiques. Le seul qui va faire ça, ce serait éventuellement mon chargeur solaire de voiture, mais pour ça il faut que ma voiture soit branchée et pas chargée à fond. Si la batterie est pleine et que je suis pas branché, évidemment ça marche pas. Donc là c'est une solution, ce système de voiture balai, c'est la dernière écluse, moi j'appelle ça l'éclusage énergétique, c'est la dernière écluse de la récupération d'énergie. C'est-à-dire que quand tous mes autres systèmes ont laissé passer de l'énergie vers l'extérieur, eux, ils récupèrent tout. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'ils ont non seulement la capacité de tout récupérer, mais aussi ils ont aussi la capacité de tout réinjecter de manière très intelligente. Et le fait de multiplier les points de production multiplie de fait la puissance. Et ça, c'était un gros point bloquant des anciens onduleurs plug and play, c'est qu'ils étaient limités à une puissance de 800 watts. Le labo ici, il est limité à une puissance de 800 watts de réinjection. Donc là, ici, on n'a plus ce problème-là à partir du moment où on multiplie les onduleurs. Ici, j'en ai 2. Donc 2 onduleurs vont travailler de concert pour produire de l'énergie dont je vais avoir besoin et produire une énergie de jusqu'à 2400 watts. 2400 watts, ça couvre quasiment tous mes besoins, hormis la voiture électrique, hormis le four qui est là. Le four qui est là, il va avoir son stockage et sa production aussi à part, on en reparlera.
Donc ici, sur un Hyper comme ça, on a des batteries, ici une batterie de 2 kWh. Sur un onduleur, je peux en mettre 3 des comme ça. C'est-à-dire que je peux mettre 6 kWh par onduleur. Si je multiplie par 2 onduleurs, ça fait 12 kWh. Par 3, 18 kWh. 18 kWh, avant de les consommer, faut vraiment y aller. Hein. Surtout 18 kWh avant de les consommer, plus à côté le stockage du ballon d'eau chaude, éventuellement une voiture et de l'utilisation intelligente. On couvre là, à mon avis, 80% du besoin domestique à condition d'avoir la production solaire derrière. Alors, si vous voulez, on peut même faire un point rentabilité. Hein, c'est un point très important, la rentabilité. Est-ce que, déjà mon avis, hein, est-ce que si j'avais les moyens, je me lancerais dans des investissements comme celui-ci? Alors première chose, c'est que j'ai pas les moyens de me lancer dans des investissements comme celui-ci. Et est-ce que j'ai la compétence pour faire mon propre système? Alors en l'occurrence, j'avais la compétence pour faire mon propre système et pas les moyens pour le faire. Donc c'est une première chose, c'est la valeur qu'on va donner à un objet dépend aussi de la propre compétence que l'on a pour nous. Hein. Si vous payez un plombier ou votre garagiste pour entretenir ou faire réparer votre voiture, c'est parce que vous ne savez pas le faire vous-même. Donc déjà, la plus-value d'avoir un système qui ne demande pas de compétences, c'est une valeur intrinsèque. Hein. Au-delà de la valeur technique et de la valeur technique d'un appareil. Ça, c'est un premier point. 2 onduleurs Hyper avec 4 batteries de 2 kWh. Hein. Un beau système. Plus 8 panneaux. 8 panneaux de 400 watts. Voilà, on a une puissance qui est importante. On a un stockage qui est conséquent, puisqu'on aurait 8 kWh de stockage. Et le montant de tout ça, donc on va être à 5300 €. 5300 € pour un système complet. Belle enveloppe. C'est conséquent. On a cassé la tirelire, là je suis d'accord. Mais faites faire une installation équivalente sans plug and play par un professionnel, vous allez être au-dessus. 5300 €. Qu'est-ce qu'on a avec 5300 €? On a une production annuelle d'environ, je dirais 4000 kWh. Moi, j'estime que un système comme ça va permettre de faire 80% d'autoconsommation, si on fait attention. Hein, derrière, il y a aussi on fait attention à sa production d'eau chaude, on essaie de faire un truc intelligent. On peut atteindre facilement, selon moi, 80% d'autoconsommation. Sur 4000 kWh, ça fait 3200 kWh. 3200 kWh en équivalent valeur électricité du réseau, ça fait, faut que je le fasse parce que moi, j'ai deux têtes, je vais pas y arriver. 3200 multiplié par 0,25, ça fait 800 € par an. 800 € par an d'économie sur la facture énergétique. Ça fait 6 ans et demi. Je vous ai donné toutes les données, hein, donc refaites le calcul. De toute façon, refaites toujours les calculs de votre côté, soyez pas cons. Entre ce qu'on vous dit et votre environnement à vous, il y a toujours des ajustements à faire, donc faites vos propres calculs, toujours. Là, je vous ai donné tout ce que j'ai dans ma poche. Donc 6,5 ans de retour sur investissement, en sachant que le matériel est garanti 5 ans déjà. Je pense qu'une installation pro, j'ai pas fait de devis récemment, et c'est vrai que le prix du matériel il change énormément. Les derniers prix que j'ai en tête sont largement au-dessus de ça, au kilowatt crête produit. On est au-delà de ça et je parle même pas du stockage. Le stockage c'est encore voilà. Donc ma conclusion c'est est-ce que dans ces conditions le système est intéressant? Bah oui, il est intéressant. Est-ce qu'il est intéressant pour moi? Non, j'ai pas les moyens. J'ai la chance de pouvoir tester du matériel comme ça, mais c'est grâce à vous. Hein, sinon, effectivement, j'aurais pas les moyens. Et je comprends les gens qui se disent c'est trop cher. Je peux pas, c'est de l'argent, voilà, c'est trop cher. Mais je comprends tout à fait. Moi-même, si je n'avais pas cette chaîne et l'opportunité de tester du matériel comme ça, je resterais sur du matériel en autoconstruction. Parce que c'est dans mes capacités d'investissement. Mais il y a beaucoup de gens qui ont les moyens d'investir et qui ont non seulement les moyens d'investir, mais pas forcément les compétences de le faire par eux-mêmes. Donc je préfère que les gens investissent dans des moyens de production d'accélération de la transition plutôt que d'acheter voilà n'importe quel
produit, vous pouvez imaginer à quoi je pense. Et du coup, est-ce que le coût fait que ça devient un investissement bling bling? Non, un retour sur investissement de 6 ans et demi. Personnellement, j'ai fait des investissements sur de l'isolation ou il y a 10 ou 15 ans, quand on changeait de chaudière et qu'on disait vous allez faire des économies, vous allez voir, je vous ai installé la perle de la chaudière à gaz, vous allez faire des économies et ça va être rentabilisé en 10 ans. Oui, en 10 ans. Ouais. 10 ans pour se retrouver avec une chaudière à gaz qui demande de l'entretien tous les ans et qui au final est pas très décarboné. Bon bref, je digresse. Si vous préférez passer par un professionnel, passez par un professionnel. Mais là, on a quand même une offre destinée aux particuliers qui leur permet d'accéder au photovoltaïque de manière assez simple. Et il faut dire ce qui est, c'est un système qui... Alors il y a d'autres youtubeurs qui appellent ce système parfait, etc. Je dirais pas qu'il est parfait, mais il est vraiment pas con. Il fonctionne bien. Alors, il faudra voir dans 10 ans quel est le service informatique derrière, hein, la conduite du software, la conduite de l'application, la continuité dans les améliorations de la partie software. Hein. Après, on est sur des entreprises comme ça, ce type d'entreprise, Zendur notamment, il en fait partie. C'est des grosses boîtes maintenant, hein. C'est pas la petite boîte qui risque de couler dans 3 ans. On est sur vraiment des mastodontes. Ils sont pas tout seuls, mais ils ont de la concurrence, mais on est quand même sur des entreprises qui pèsent maintenant. Donc on peut supposer que quand ils garantissent leur matériel 5 ans, on peut être quasiment sûr que dans 5 ans, il y aura encore des patchs et des mises à jour qui vont être faites. Après 5 ans, c'est difficile d'imaginer l'avenir, mais bon, le matériel va pas non plus se décomposer instantanément. Voilà, donc ce système fait partie du foisonnement technologique autour du photovoltaïque en ce moment. Je trouve que c'est un bon produit. Ce genre de matériel, ça me plaît, ça fait avancer la chose. Et je vous le dis, hein, ce matériel, il intégrera mon environnement domestique. Il va être intégré dans toutes mes solutions de production et de stockage. D'ailleurs, ces stockages et ces productions, tout ça demande à être un petit peu orchestré de manière un peu fine, parce que j'ai beaucoup de systèmes qui se croisent, qui se télescopent pas. Pour l'instant, ça se télescope pas, mais ça demande un petit peu de réflexion et de finesse dans la mise en œuvre. Notamment, on m'a posé la question, et du coup, je vais pas pouvoir répondre dans cette vidéo, pas encore, mais je vais m'y atteler. Comment réagit un système comme ça avec une bande solaire, par exemple, qui va stocker mon énergie dans ma voiture. Est-ce qu'on priorise? Est-ce qu'il y a un stockage dans la batterie puis un restockage dans la voiture, ce qui est dommage parce que ça fait une perte de rendement, ou est-ce qu'il y a une priorisation qui est faite? Comment ça se fait? Qui est le plus efficace, le prioritaire? Tout ça, c'est des petits ajustements qui sont chez moi en cours d'analyse. Hein. Je regarde un petit peu comment ça se comporte. Je vous ferai une vidéo bientôt sur comment s'organisent les couches de stockage et d'utilisation de l'énergie chez moi, ce que j'appelle l'éclusage énergétique, et quelle est l'expérience que j'en ai tirée et que je peux vous transmettre pour que vous puissiez ne pas perdre du temps comme moi j'ai pu perdre du temps avec des moyens de production et de stockage qui vont se télescoper. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'être arrivé jusque là. On est 50 000 sur la chaîne. C'est gargantuesque, je m'attendais vraiment pas à ça. 50 000 sur la chaîne, vous me donnez une force incroyable et de la motivation pour continuer. J'essaye autant que possible de vous transmettre les infos que j'ai sur les nouvelles technologies liées à la transition. J'essaie de faire le tri un petit peu, j'essaie de pas me jeter sur les premiers matériels qui arrivent. Ce matériel-là, il est sorti depuis déjà plusieurs mois. En général, j'essaye d'attendre un petit peu quand il y a un matériel qui sort. Je veux pas forcément être le premier à me jeter. Et c'est pour vous lire la notice. Je pense que vous êtes grand, vous savez le faire aussi. Et souvent, les matériels, quand ils sortent, il faut essuyer les plâtres. Et j'ai pas envie de vous présenter un matériel qui, pendant quelques mois, peut avoir des aléas et des soucis. On l'a vu, il y a encore pas mal de matériel aujourd'hui qui sortent. Il y a plein de bugs, et puis ça met plusieurs mois à se régler. Souvent, ça se règle. Mais moi, je préfère arriver avec un système dont les problèmes ont été déjà un peu mieux gérés, parce que j'ai pas envie de vous présenter un truc
qui va être plein de bugs. Voilà. En tout cas, encore merci, je vous dis à la prochaine. Salut!